Dans un premier temps, je vais essayer d'être très synthétique. Je ne devrais pas parler ce matin de plus de 10 ou 15 minutes. Simplement pour vous faire un panorama assez court et assez général, sans rentrer trop dans le détail, de la situation des déchets radioactifs, parce que le terme consacré, c'est déchets radioactifs et pas déchets nucléaires. Donc, d'abord de manière, on va dire, conceptuelle et théorique, et ensuite en faisant un petit focus sur la France, mais encore une fois en restant très général, parce qu'il y aura d'autres intervenants cet après-midi qui égraineront les thématiques en particulier. Du coup, je vais tâcher de ne pas empiéter sur leur plate-bande, comme on dit. Donc, j'imagine que je vais dire peut-être des choses que vous savez pour la plupart, mais voilà, comme c'est un propos introductif, je pense que c'est nécessaire de faire cette mise en contexte sur les déchets radioactifs. Donc voilà, pour commencer, simplement vous dire en gros qu'est-ce qu'un déchet radioactif. Donc un déchet radioactif, c'est une matière nucléaire dont l'industrie n'a plus d'utilité, que ce soit en termes de production d'électricité, que ce soit en termes de pouvoir radiographique pour les radios, ce genre de choses. Donc c'est une matière nucléaire qui a été utilisée et qui ne sert plus dans l'industrie dans laquelle elle a été utilisée, mais qui reste radioactive. Donc en fait c'est un matériau qui continue à émettre des rayonnements ionisants et donc du coup qui comporte un risque pour l'environnement et pour les humains. Du coup, ces déchets radioactifs, ils doivent être confinés. Ils doivent être séparés d'une part de l'environnement et d'autre part des êtres humains et finalement de tout être vivant pour ne pas avoir d'impact sur eux. Donc globalement, on distingue plusieurs types de déchets radioactifs. À savoir que les déchets radioactifs, principalement en France, ils viennent de l'industrie nucléaire, donc ils viennent en grande partie de l'industrie électronucléaire, donc c'est les centrales nucléaires dans lesquelles on utilise des combustibles fabriqués à partir d'uranium pour faire chauffer de l'eau dans une cuve, ensuite la transformer en vapeur et ainsi faire tourner des turbines et produire de l'électricité. C'est le principe d'une centrale électronucléaire. Donc une fois que les combustibles, donc, qui sont des assemblages de crayons d'uranium enrichis et parfois de plutonium, sont passés dans le réacteur, une fois qu'ils ont plus assez d'énergie selon EDF pour chauffer l'eau, ils sont retirés des cuves des réacteurs nucléaires, donc des 56 réacteurs nucléaires en fonctionnement en France, dispersés sur 18 centrales nucléaires, 19 en Fessenheim étaient encore ouvertes. Donc une fois que ces combustibles, donc que ces assemblages ont servi, ils sont retirés du réacteur, ils sont placés dans des piscines de refroidissement ou de désactivation, qui sont mitoyennes aux bâtiments réacteurs des centrales nucléaires, pendant 3 à 5 ans pour les combustibles traditionnels, on va dire entre guillemets, donc d'uranium enrichi, et entre 5 et 10 ans pour les combustibles MOX, donc avec un mix d'oxyde d'uranium. Donc voilà. EDF ne considère pas que ces combustibles usés qui refroidissent dans les piscines sont des déchets radioactifs en tant que tels. Ils les considèrent plutôt comme ce qu'ils appellent des matières valorisables, parce qu'en fait en France on a une filière qui est assez unique dans le monde. On verra cet après-midi pourquoi et comment elle est unique. On verra que ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. En fait, en France, on a choisi de retraiter ces combustibles usés. Donc une fois qu'ils sont sortis des réacteurs, dans la plupart des autres pays, on se contente de les faire refroidir et ensuite de les entreposer, puis de les stocker, que ça soit à sec ou quoi. En tout cas, voilà, la plupart des pays décident de ne plus y toucher parce que c'est extrêmement radioactif, c'est extrêmement dur à manipuler, c'est extrêmement chaud pendant extrêmement longtemps. Et donc voilà, les autres pays, à part la France et l'Angleterre jusqu'à peu, estiment que ça ne vaut pas le coup d'essayer de remidouiller les combustibles usés une fois qu'ils ont été extraits de la cuve du réacteur. Donc, voilà. Nous en France, on estime qu'on peut les retraiter, donc on verra cet après-midi probablement ce qu'il en est de cette histoire de retraitement, mais on verra que finalement c'est assez complexe et que peut-être que le mot de retraitement est plutôt illusoire. En tout cas, toujours est-il que nous, au réseau scientifique du nucléaire, et que même chez les gens
réfléchissent de manière critique sur cette énergie, on peut considérer quand même que ces combustibles usés placés dans des piscines de refroidissement sont déjà des déchets en soi, parce qu'ils n'ont plus réellement d'utilité, et qu'en France, la filière de retraitement de la Hague, qui est gérée par Orano, finalement c'est une filière assez précaire, assez fragile, et rien ne nous dit que d'ici 10, 20 ou 30 ans, les exploitants ne laisseront pas tomber ce débouché du retraitement pour simplement considérer ces combustibles usés en état comme des déchets et les entreposer et pourquoi pas les mettre à mur, ça on verra ça cet après-midi. En tout cas, toujours est-il que voilà, la première étape c'est ces combustibles usés. Ensuite, si on prend le cas particulier de la France avec le retraitement, une fois qu'ils sortent de cette usine de retraitement donc de la Hague, qui est située dans le Cotentin, dans la Manche, ils sont mis sous la forme de ce qu'on appelle des déchets vitrifiés, qui sont en fait les déchets ultimes dont vraiment on ne peut plus rien faire du tout, qui sont des rebuts, mais qui restent quand même toxiques pendant extrêmement longtemps. Donc ces déchets vitrifiés, en fait, ils sont compactés dans des espèces de tubes, enfin de petits tubes en verre. Évidemment, c'est pas un verre comme on connaît, c'est un verre très spécifique. Et ensuite, ils sont placés dans des puits, dans des alvéoles verticales. Et ensuite, ils sont entreposés légèrement sous le niveau du sol, dans des puits ventilés. Donc, d'une part, à La Hague, la plus grosse partie de ces déchets vitrifiés sont à La Hague, mais aussi à Marcoule, dans le Gard, et à Cadarache, dans la région provençale de Côte d'Azur, si je ne me trompe pas. Donc voilà, là en fait je suis en train de vous parler des déchets au centre le plus de radioactivité. Donc là je vais rentrer dans la typologie des types, des familles de déchets qu'on trouve. En fait, les institutions de radioprotection classent ces déchets en fonction de leur radioactivité, de leur rayonnement et du temps de cette radioactivité dans le temps. Donc là, les déchets que je viens de vous parler, qui sont les combustibles usés, ce sont vraiment les déchets les plus dangereux. En quantité, ce sont les déchets sur l'inventaire total de la masse des déchets. En quantité, ce sont les déchets les plus petits. Ce sont les déchets dont on retrouve le moins de quantité. Mais ce sont les déchets qui concentrent le plus de radioactivité. Donc ces déchets-là, principalement donc, les produits de fission, des déchets vitrifiés, mais aussi des combustibles usés, si on considère qu'un jour ils seront considérés comme des déchets si on arrête la filière de retraitement. En tout cas, voilà, tous ces déchets qui contiennent des produits de fission issus de combustibles usés, ou alors des emballages qui étaient vraiment au cœur, qui étaient en contact avec les pastilles d'uranium, ces combustibles, ces déchets, ce sont les déchets les plus dangereux, donc ils concentrent 98% de la radioactivité totale produite par l'industrie nucléaire, mais en volume, ils représentent seulement 3% du volume des déchets. Donc ces déchets, on les appelle HA, pour haute activité. Jusqu'à encore quelques années, on les appelait HAVL, pour haute activité à Villon. Ensuite, il y a eu une réforme sémantique, et maintenant, on les appelle simplement des déchets HA, donc pour haute activité. Donc ces déchets ont une durée de vie qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'années, voire plusieurs centaines de milliers d'années. Dangerosité, je veux dire. Sachant que pour la plupart, ils restent radioactifs pendant plutôt 100 000, voire 200 000, voire même des millions d'années. Mais en tout cas, la dangerosité pour l'environnement et pour les humains et pour les êtres vivants, elle se compte, pour la plupart de ces déchets, en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers d'années. C'est pour ça qu'on les appelait haute activité à Villon et que maintenant on les appelle haute activité. Ensuite, on compte une deuxième catégorie de déchets, qui sont les déchets de faible activité, de moyenne activité à Villon, donc MAVL. Donc ces déchets aussi, ça va être principalement des déchets métalliques. En fait, c'est toutes les choses qui sont en contact plus ou moins direct avec le combustible, sans être de la matière nucléaire directement, donc sans être du combustible usé, sans être des produits de fission. C'est toutes les choses qui ont été en contact. Donc ça peut être par exemple les combinaisons contaminées de tel ou tel travailleur, ça peut être les tubulures de telle ou telle cuve, ça peut être les tuyauteries de tel circuit, ça peut être les couvercles, les fonds de cuve, voilà, tout ce genre de choses. Quoique dans le fond de cuve, je pense que c'est une autre activité. Bref, toujours est-il que
ici on entre dans la deuxième catégorie de déchets qui sont moyenne activité à Villon. Donc par rapport au premier que je vous ai parlé, HA, ceux-là ils sont quand même plus conséquents en termes de quantité et ils représentent aussi une dangerosité non négligeable, si bien que les exploitants et l'État ont en projet en fait, de les mettre dans un lieu commun à Bure, en France, aux côtés des HA. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que les hautes activités et les moyennes activités à Villon, grosso modo, voilà, on peut les rassembler dans une même famille de déchets qui sont globalement qui ont une durée de vie qui dépasse celle de la civilisation humaine, pour schématiser, et deuxièmement, qui ont une dangerosité qui fait que si on reste à proximité de ces emballages quelques minutes ou quelques heures, on court un risque. Donc, voilà pour les deux premières familles de déchets, HA et MAVL. Ensuite, on va avoir des déchets qu'on appelle FA, donc pour faible activité. Donc là, encore une fois, ça va être des habits et des choses, encore une fois, qui ont été en contact avec telle ou telle pièce, cette fois-ci, qui serait radioactive. Donc là, voilà, là encore une fois, on est sur des quantités beaucoup plus grosses que les deux familles précédentes. Et de la même manière, on est sur une dangerosité, sur un rayonnement beaucoup plus faible. Et voilà ce que je peux vous dire pour les trois familles principales de déchets. Et il en reste une quatrième qui sont les TFA, qui sont les déchets de très faible activité. Donc ce qui est drôle, c'est que quand les exploitants parlent des déchets FA, donc faible activité, et TFA, ils ont en fait cette fâcheuse tendance à dire que voilà, ce sont quasiment des déchets qui pourraient finir dans des filières traditionnelles, mais que bon voilà, parce qu'en France on est très rigoureux, on choisit de les isoler du reste, de les enfouir, mais que finalement ils disent que ces déchets sont finalement très peu dangereux, et que juste c'est parce qu'ils font des choses vraiment de manière très carrée, qu'ils les isolent dans des centres. Et finalement, voilà, c'est juste une petite insiste sur la communication des exploitants sur ces déchets-ci. Et après, ce qui est vrai, c'est que ces déchets qui, quand même, ne présentent pas de danger vraiment direct quand on est à leur proximité. Néanmoins, ce sont des déchets qui nécessitent une surveillance quand même de moyen terme et qui nécessitent quand même des installations de stockage spécifiques. Donc à Morvilliers, à Soulay, dans la région Grand Est. Ce sont des centres qui sont gérés par l'ANDRA, qui est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, qui est une agence publique qui gère en fait tous les déchets radioactifs en France. Donc voilà, vous pouvez taper sur internet, sur YouTube par exemple, ANDRA, vous allez trouver des images de ces centres de stockage de déchets de faible activité. Vous allez voir que finalement c'est des choses très très rudimentaires et que finalement en fait ça consiste à empiler des caisses, des fûts et tout un tas de déchets dans des trous finalement et de mettre par-dessus, comme ils appellent ça, des enceintes géotextiles et finalement en fait de tout reboucher. Donc là, on attaque un des points cruciaux de la gestion des déchets radioactifs en France, c'est que finalement cette gestion, une fois qu'on gratte le vernis, en fait la plupart du temps, ça consiste à finalement enfouir des matières dangereuses. Donc voilà, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir cet après-midi. Et quand on a lancé le programme électronucléaire en France dans les années 70, les chercheurs étaient sûrs d'eux-mêmes, sûrs de la science. Ils étaient persuadés qu'on trouverait ce qu'ils appelaient une solution à l'époque pour traiter ces déchets. Donc peu importe qu'on parle des déchets les plus dangereux ou aussi qu'on parle des moins dangereux, en fait, ils pensaient vraiment qu'on trouverait une solution pour accélérer la décroissance radioactive de ces déchets, ou alors pour carrément la faire disparaître, ou alors pour pouvoir réutiliser certains combustibles usés dans des réacteurs de nouvelle génération. 50 ans après, il se trouve que ni l'une ni l'autre de ces pistes n'a été concluante, et que finalement, en fait, ce qu'on nous dit dans les textes officiels, c'est que la solution pour ces déchets, c'est l'enfouissement. Alors, voilà, que ce soit l'enfouissement ou l'entreposage à sec ou le stockage subsurface, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que la seule solution pour ces déchets, en fait, c'est de les isoler de l'environnement. Vous imaginez bien que quand on a commencé le programme électronucléaire, c'était pas ça
qu'on avait en tête comme solution, et que finalement on a l'impression que cette solution c'est une solution du moindre mal, et que finalement ils ne savent pas trop quoi en faire, et qu'évidemment c'est bien de vouloir les confiner du reste du monde, et en soi on aurait pu espérer des vraies solutions qui auraient pu faire disparaître la dangerosité de ces déchets radioactifs. Toujours est-il qu'on n'y arrive pas. Donc voilà, je vous ai écrit les 4 familles de déchets. C'était un petit peu théorique, mais ça permet d'avoir les bases. HA, MAVL, FA et TFA. Pour ce qui est des... Donc, je peux peut-être vous faire un petit point sur où est-ce qu'ils sont stockés pour l'instant. Donc je vous ai dit les déchets vitrifiés, donc qui sont les déchets de haute activité dont on parle pour l'instant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gros de ce stock de déchets n'a pas encore été produit, parce qu'en fait il est encore sous forme de déchets, sous forme de combustible usé dans les piscines de refroidissement. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête pour savoir que ça peut très bien changer dans les prochaines années. Mais les quelques quantités de déchets vitrifiés qui ont déjà été produites, voilà, elles sont stockées dans des puits ventilés à la Hague, à Marcoule, donc dans le Gard, et une partie dans les locaux du CEA à Cadarache, donc un peu plus bas en France, pas loin dans le Var. Cadarache, si je ne m'abuse, c'est ici, c'est là où il y a le projet militaire. Donc vous voyez Cadarache dans le Var, Marcoule dans le Gard, et la Hague dans le Cotentin. Voilà. Ensuite, si on considère, comme j'ai dit, que les combustibles usés à terme seront reclassifiés comme des déchets de haute activité, comme des déchets ultimes, ce que font pas mal d'autres pays, dans ce cas-là, vous pouvez considérer qu'il y a tout un tas d'autres déchets radioactifs, en fait, dans l'empreinte des centrales nucléaires, qui sont en attente de retraitement dans les piscines de refroidissement, donc généralement dans un bâtiment mitoyen à la piscine de refroidissement, au cœur du réacteur. Donc potentiellement, enfin pas potentiellement, et si on part de cette définition extensible des déchets, eh bien, vous avez 56 sites d'entreposage de déchets, de combustibles usés en France qui correspondent, 18 sites qui correspondent aux 18 centrales nucléaires, et même 19, parce que même si Fessenheim a été stoppé, il y a encore les combustibles usés en refroidissement sur place. Peut-être dire qu'il y a aussi d'autres lieux où il y a des déchets radioactifs en France. Ce sont en fait les anciens sites miniers. Donc pour ça, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube, par exemple, de la CRIRAD, qui fait un travail formidable sur tous ces sujets. Et vous allez voir qu'en fait, tous les lieux où il y avait des mines, donc maintenant en France, il n'y a plus de mines d'uranium depuis les années 90. Mais il y a encore d'anciens sites miniers. Et en fait, la plupart de ces sites miniers n'ont pas été correctement décontaminés par Areva, donc par Orano maintenant. Ce qui fait que quand on va sur place, on constate des stériles miniers qui sont eux aussi des déchets de faible activité, mais en tout cas qui rejettent de la radioactivité dans l'air, dans l'eau, dans les sédiments. Et donc ça, voilà, vraiment, je vous invite à aller voir les exemples, les études de cas qu'a fait la CRIRAD sur tel ou tel site, notamment des sites du Limousin. Et vous allez voir qu'en fait, ça donne une impression de vertige quand on voit tout le travail qu'il faudrait faire de cartographie de tous ces anciens sites, et que si vraiment on creusait un compteur GGR à la main, on se rendrait compte qu'il y a peut-être des problèmes de confinement des matières pour tout un tas de sites, notamment dans le massif central et dans le Limousin. Il y avait pas mal de mines, donc je vous invite à vous reporter à la carte et à voir que là où c'est écrit résidus de l'exploitation minière de l'uranium, potentiellement il y a encore tout un tas de... Enfin c'est pas... Potentiellement c'est vrai, il y a tout un tas de stériles miniers, et que là par contre, potentiellement, ils ne sont pas forcément bien confinés par rapport aux riverains, par rapport aux cours d'eau, par rapport à l'infiltration dans tout un tas de milieux environnants. Pour finir, je vous invite aussi à surveiller les inventaires de l'ANDRA, qui est l'agence publique dont je vous parle à l'instant, parce qu'en fait, il y a tout un tas de déchets qui à terme risquent d'être requalifiés en déchets radioactifs et qui, pour l'instant, ne sont pas considérés par les autorités et par les exploitants comme des déchets. Par exemple, l'uranium appauvri et l'uranium de retraitement, qui est en fait
une espèce de matière qui est mise de côté pendant tous les processus d'enrichissement et ensuite de retraitement à la Hague. Donc en fait, cet uranium, il me semble même, donc là je suis désolé, j'ai peur de dire une bêtise, mais qu'il a été reclassifié il y a quelques mois par l'ANDRA elle-même en matière, en déchets en tant que tel, et que là en fait, vraiment, si on choisit de requalifier cet uranium de retraitement en déchets radioactifs, là, ça fait augmenter considérablement les stocks de déchets faible activité. Et donc là, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont stockés en France, je crois que c'est à Bessines-sur-Garton. Dis pour en parler davantage. D'accord. Bon ben voilà, je ne m'avance pas trop, mais voilà, c'était juste pour souligner qu'il y a des controverses sur ce qui doit rentrer ou non dans l'inventaire des déchets. Et en tout cas, voilà, là je ne suis pas rentré dans le tonnage exact et de ce que produit par exemple un Français comme déchets machin. Pour ça, vraiment, je vous invite à aller parcourir l'inventaire que fait chaque année l'ANDRA. Donc, vous allez sur le site de l'ANDRA, vous allez parce que c'est encore ce qu'il y a de plus officiel. Libre à vous après de faire des lectures plus ou moins critiques de ce qu'ils produisent. Mais en tout cas, dans ces documents, vous trouverez le tonnage des déchets achats, le tonnage des déchets FAVL, où est-ce qu'ils sont situés en France. Moi, quand je veux savoir les choses, mais c'est là que je vais, et c'est vraiment très, très, très exhaustif. Donc, ANDRA, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Voilà. On passe aux questions? Allez. Merci beaucoup, Julien. Peut-être que je peux faire circuler le micro, mais dans tous les cas, je pense que je devrais quand même le reformuler. C'est plus simple si on fait comme ça. Au niveau pour des déchets, je voulais dire qu'il y en a eu un moment de balancer dans la fosse des Casquets au large de la Hague au tout début où on ne savait pas quoi en faire. Oui, alors je redis la question, c'est une question qui me remarque, qui dit que jusqu'à un certain moment, il y avait des déchets radioactifs qui étaient, et notamment ça apparaît sur cette carte, qui étaient balancés directement dans les mers, notamment dans cette mer-ci, donc dans la fosse des Casquets, donc dans la Manche. Alors moi, ce que j'ai du mal à savoir quand je me renseigne, c'est est-ce que, alors en tout cas je pense pas dire une bêtise si je dis que je ne pense pas qu'il y ait des éléments combustibles en soi qui ont été balancés dans la flotte. En revanche, j'ai lu récemment, dans des articles de presse, qu'il y a des éléments de cuve qui auraient été immergés et que, en fait, de temps en temps, ils ne s'embarrassaient pas justement comme ils savaient que ça allait être balancé à la flotte. Il y aurait des éléments de cuve qui auraient été balancés avec encore quand même des résidus, voire des morceaux d'éléments combustibles. Donc ça peut paraître fou, mais il y a peut-être des cuves avec des résidus d'éléments combustibles, donc de produits de fission et compagnie, qui ont été directement balancés dans les océans et dans les mers. Est-ce que vous avez des questions? Dans les piscines de la Hague, les déchets radioactifs restent et donc ils transmettent leur radioactivité à l'eau. Non, ça. Je ne sais pas. Hein. Et est-ce que l'eau est renouvelée et rejetée en mer? Alors, la question c'était est-ce que les combustibles usés qui refroidissent dans les piscines de refroidissement de la Hague, d'ailleurs dans toutes les autres piscines, est-ce qu'ils contaminent l'eau avec leur radioactivité, l'eau dans laquelle ils sont immergés? Et est-ce que cette eau est renouvelée? Et enfin, est-ce qu'à terme, tout partie de cette eau se retrouve dans l'océan ou voilà, dans l'eau? Il y a une personne qui voulait répondre, peut-être que je peux vous laisser répondre. Je peux te donner. Viens devant si tu peux répondre. Parce que moi je suis pas sûr de la réponse. Je peux donner un élément de réponse. C'est mis dans les piscines à une certaine profondeur parce que l'eau arrête la radioactivité. Donc c'est vrai qu'on peut se promener au-dessus, aller au-dessus des piscines sans risque. L'eau freine la radioactivité, donc c'est pour ça qu'ils mettent en piscine. Et aussi pour que ça refroidisse suffisamment pour après faire du retraitement. Mais ça, j'en parlerai cet après-midi de ça. Alors ce qu'ils font de l'eau évidemment, elle est refroidie parce que les combustibles usés chauffent l'eau. Il y a tout un système pour refroidir, pour prévoir aussi s'il y a une fuite d'eau pour remettre de l'eau. Normalement, tout est prévu.
Après l'eau, je ne sais pas ce qu'ils en font. C'est pas la même eau qui est Ah non, c'est avec de des l'eau. combustibles. Ils refroidissent cette eau-là par une autre eau. Ah bah Parce non, qu'il y a un l'autre- tuyau quand même en bas du... En bas de. Dans l'anse. Leurs émoulinés. Dans l'anse des Moulinets, il y a un Alors, tuyau. alors là, ils qui va- rejettent quoi, là chimique, ça c'est sûr, et énormément de tritium. Du tritium, où ils sont autorisés à rejeter du tritium. Juste pour vous dire à propos du tritium qui est rejeté à La Hague, il y a quelque temps, Fukushima, il parlait de rejeter les eaux triciers qu'ils avaient gardées. Donc le Japon, la Corée, oh là, faut pas tout ça, faut pas rejeter ça, ça peut être dangereux. C'est vrai, sauf qu'à La Hague, on rejette 22 fois plus que ce que veulent rejeter les Japonais à Fukushima. Mais ça, on n'en parle pas. 22 fois plus par an. Oui. 22 fois plus, oui. Ah oui, c'est pas... Et Orano a l'autorisation de rejeter le tritium. Ils ont l'autorisation. Voilà. Oui, c'est pour compléter ce que tu dis bien. C'est vrai que le travail qu'a fait l'endroit, On vous avez trouvé un document. Vous avez trouvé un document qui s'appelle Les Essentiels sur l'endroit. Et donc ce document fait référence, sans problème, au niveau public. Néanmoins, il a eu raison de rajouter, ce qui n'apparaît pas dans les essentiels, c'est les 200 millions de mètres cubes de stériles qui parsèment 240 sites de carrière en France. D'accord? Auquel cas il faudrait rajouter, et je me permets de le dire, que dans les colonies françaises qui sont le Kazakhstan, le Canada, le Niger, le Congo, etc., on a encore quelques millions de mètres cubes qui sont responsables de notre production d'électricité nucléaire. Et ça, c'est pas considéré comme déchet par l'endroit. Donc, dans le cas du PNG-MDR, c'est un débat qui a eu lieu en 2019 dans les conditions en 2004. Dans le plan national, ce qui est très nouveau, c'est que c'est stérile, entre guillemets, moi j'ai mesuré un site, la carte, et j'ai mesuré autant de radioactivité sur un sentier de grande randonnée au Bois Noir, c'est du côté de Lyon là-bas, où il y avait autant de radioactivité sur un sentier de grande randonnée que je l'ai mesuré 15 jours avant Tchernobyl. Autant. Donc c'est pour dire que aussi tous ces espaces-là sont absolument dégueulasses. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que l'endroit, tout à l'heure, Orano a fait l'inventaire des 246. Donc ils ont l'obligation de le faire. C'est fait, c'est plus ou moins disponible. Enfin, bref. Mais ils se sont contentés de mesurer le site d'exploitation. Ils n'ont surtout pas mesuré les environs où ils ont transporté des stériles pour faire des chemins, des cours de ferme, etc. Tout ça, ce sont des déchets. Et ils ne sont pas comptabilisés. Pour compléter l'histoire du tritium, il faut savoir qu'en France, tous les secteurs sont autorisés à rejeter des déchets dans l'environnement, que ce soit dans l'air ou que ce soit dans l'eau. Donc on a parlé de la Manche, toutes les centrales françaises, elles sont autorisées à polluer. Donc ça, c'est la dernière bagarre gouvernementale, c'est de faire reconnaître tous ces évacuations, ces effluents, comme des déchets. Et ça, c'est pas fait pour l'instant. Sous prétexte que c'est autorisé à le faire. C'est un truc de fou. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut savoir. C'est aussi des millions de tonnes. Là, c'est surtout des milliards de gigabécrel. Rien de chinois, c'est 80 000 gigabécrel de tritium. Et pour le tritium, le carbone 14, le transfert, et tout ce qu'on veut, une vingtaine de produits radioactifs. Donc ça, c'est sûr. C'est bien que les déchets que nous avons entendus, il n'y a rien à dire, il faut rajouter tout ça. Il faut, nous, militants, rajouter toutes ces saloperies en plus qui se baladent dans la nature. J'insiste bien. Ensuite, sur les sites, c'est pas un oubli, mais il y a tous les sites qui ne sont pas électronucléaires, type Cadarache, type Marcoule, type Valduc, militaire, etc., qui sont autant quand même de suite
hautement productif en matière de déchets nucléaires. Donc voilà, je pense que le tableau est assez sinistre. La carte, elle est bien faite, mais là, elle nous manque en fait par rapport à la réalité. Au début de votre exposé, vous avez parlé de 3% des évolutions actifs. Et les autres pourcentages, est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on se... Alors, je pourrais les chercher pendant la pause déjeuner et vous les dire cet après-midi, oui, parce que je sais qu'il y a des graphiques en camembert qui les font Déjà apparaître. en dangerosité et après c'est en volume. En volume, oui. C'est en volume que vous avez les pourcentages. Enfin, Oui, c'est ça. dimensions. En volume, oui, voilà. Est-ce que, par rapport justement, moi j'ai juste une On en parle avant tout. par rapport au nucléaire médical, on parle de quoi comme déchet? Alors, du coup, là, peut-être je laisserai d'autres personnes peut-être qui sont plus au courant que moi, mais je serais tenté de dire qu'on parle simplement des déchets, des sources radioactives qu'on met dans les appareils pour faire de la radiographie, principalement, et peut-être des choses qu'on utilise pour faire de la radiothérapies. Et une fois qu'on s'en est servi, j'imagine qu'ils les confinent. Je serais tenté de dire qu'on a des échelles petites, avec des produits, je pense, quand même assez différents. Quand on parle de l'industrie électronucléaire ou de l'industrie du nucléaire militaire. Mais j'avoue que j'ai peu de données là-dessus. Mais je sais que par exemple, pour faire des radios, j'ai l'impression que... Enfin, je ne sais plus en fait, ça serait une erreur de dire quel radioélément ils utilisent. Parce que je risquerais de me tromper, mais si quelqu'un donne un début de réponse. Bon, je sais. Je sais qu'il y en a un, mais j'ai plus le nom en tête, et il a une demi-vie de 6 heures. C'est-à-dire que ça sert pour tracer pour les cancers et tout ça. Donc on l'injecte, et au bout de 6 heures, il émet la moitié moins de radioactivité. Et donc on considère 10 fois, donc au bout de 60 heures, c'est terminé. Voilà. Donc c'est des éléments radioactifs qui ont une durée de vie très mince quoi, par rapport au plutonium, c'est des millions d'années. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le tritium? Le tritium, oui. La... Une question, Béatrice. Le tritium, qu'est-ce que c'est? Le tritium, c'est de l'hydrogène radioactif. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, mais en gros, c'est un radioélément. Pour le coup, pas extrêmement radioactif, mais qu'il est quand même. Il faudrait revoir. Donc c'est de l'hydrogène qui a été au contact de produits je sais plus d'où est-ce qu'il sort. Je sais que c'est de l'hydrogène radioactif, mais je ne sais pas s'il a été je pense pas que c'est parce qu'il est en contact, je pense que c'est peut-être le fruit d'une réaction, enfin je sais pas en fait. C'est un gaz. Est-ce que vous voulez que je vous lise ce que... Non mais je sais, alors le tritium, on le retrouve dans toute la chaîne du combustible nucléaire, que ce soit au moment de l'extraction de l'uranium, la fabrication des combustibles et au niveau du retraitement. Donc voilà, c'est un élément aussi qu'on trouve aussi naturellement, et ça, voilà, il existe. Et c'est de l'hydrogène, et c'est un élément très volatile, qui est difficile même les couvertures au niveau du CSN, du tritium qui passe, on n'arrive pas à le mettre dans les conteneurs. C'est l'hydrogène de façon générale. Et il a une demi-vie de 12 années, donc c'est pas un élément très long, mais il est très volatile. Peut-être juste ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que serait tenté de dire que c'est un radioélément mal connu. Il y a des controverses scientifiques parce que les exploitants en fait, sont partis du principe qu'il était peu ou prou dangereux. En fait, on n'est pas revenu là-dessus depuis un moment, mais en fait, apparemment, il y aura des études qui démontrent que voilà,
il y a encore pas mal d'inconnus, notamment avec la façon dont il peut interagir avec certains organes ou certains végétaux. Et comme disait notre ami, en fait, surtout il se mélange à l'eau, bref, c'est très dur, il est très dur à isoler. Et finalement, il est encore assez mal connu. Donc, simplement, on a mis sous les yeux les quantités en mètres cubes des différentes familles de déchets que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, je n'ai pas les pourcentages, mais je vous les donnerai plus tard, mais déjà, que vous ayez une idée. Donc les HA à fin 2017, c'est 3740 mètres cubes. Les MAVL, les moyennes d'activité à vie longue, c'est 42 800 mètres cubes. Vous voyez que c'est beaucoup plus. Les FAVL, donc les faibles activités à vie longue, c'est 93 600 mètres cubes. Encore beaucoup plus. Les FMA-VC, donc les faibles et moyennes activités à vie courte, c'est 938 000 m3. Et enfin, les très faibles activités, c'est 537 000 m3. Donc en fait, on voit que plus on baisse dans la radioactivité, plus les quantités sont grosses. Et encore une fois, le gros de la radioactivité est concentré dans les HA et dans une moindre mesure dans les MA-VL. Juste pour ajouter, ce document-là, donc c'est dans les essentiels, pour ceux qui voudraient, je peux vous l'envoyer là, c'est un document public, il n'y a aucun problème. Ça, c'est donc le total 1,6 million de mètres cubes qui sont pris en charge par l'ONDRA. D'accord? C'est l'obligation. Aujourd'hui, donc ça, le travail était fait en 2017, le travail d'inventaire n'était pas complètement fait. Aujourd'hui, 2020, on est plutôt à 2 millions, c'est-à-dire qu'on a trouvé 400 000 mètres cubes en quelques années. Il suffit de chercher. Mais ça ne tient pas compte, ce qu'on a dit tout à l'heure, de tous les stériles miniers, qui eux, des fois, sont très chargés largement en TFA, et qui sont de l'ordre de 200 000. C'est-à-dire, on est largement en dessous de 200 millions de mètres cubes. Donc, on est vraiment dans des dimensions incroyables. Mais là, il y a de la sémantique aussi qui est importante. Un événement qui nous disait mais les déchets, ça tient dans une piscine olympique. Rappelez-vous cette histoire. C'est parce qu'elle ne comptait que les 3700 mètres cubes de haute activité. Le reste, pour elle, n'existait pas. Et donc, vous voyez, tout ce jeu-là est vraiment assez dramatique. Il est assez facile, en plus, pour n'importe quel militant, avec ce tableau-là, de parler à n'importe qui. Donc, c'est pour ça que le document de l'ONDRA, on va dire sa qualité quand même, c'est qu'il est assez pédagogique, il est abordable par le grand public. Il a été fait pour ça d'ailleurs. Ça s'appelle Les Essentiels. Donc, j'ai bien parfaitement raison d'utiliser ce document, mais il faut savoir qu'il est largement incomplet. Pour les militants, c'est largement incomplet. Il n'y a pas que ça, juste une dernière petite touche sur l'histoire du tritium. Alors le tritium, Julien dit que c'était pas connu, il a raison, tout simplement parce que c'est un élément le plus petit qui existe, l'hydrogène. L'hydrogène, il n'y a rien qui est plus petit. Et donc, il était considéré, il n'y a pas si longtemps encore, comme étant, on va dire, sans effet, comme il est tout petit, il passe à travers tout. Et donc, on ne peut pas le filtrer, on ne peut pas le faire, etc. C'est comme l'hydrogène, sauf que l'hydrogène, même s'il est petit, il est extrêmement nocif, ne serait-ce que sous sa forme acide. Quand vous parlez d'acide chlorhydrique, par exemple, H+, c'est L-, H+, c'est celui-là qui attaque. Il a donc des effets d'acidité. Et de dire le tritium, c'est tout petit, ça n'a pas d'effet, c'est totalement stupide scientifiquement. Le tritium, qui est un H3, on dit, effectivement, il est très efficient. Donc il se fixe aussi sur la matière vivante, et notamment sur la matière vivante, et c'est ça un petit peu le problème. Donc là, on a dans le groupe de scientifiques pour l'industrie nucléaire, enfin, le style, l'industrie nucléaire, il y a des gens qui ont travaillé sur cette question du tritium qui s'accroche à la matière organique, voilà, comme l'hydrogène. Et celui-là peut avoir des effets vraiment importants, même si cette durée est très courte, 12 ans, on attend d'être très malade. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
Vettel et Dominique Boutin pour toutes ces précisions. Merci Julien pour cette première présentation.